Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur une nouvelle... Ah non, on n'est pas sur YouTube, pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas encore trop faim. Alors, en fait, on n'a que 20 minutes, donc finalement, ça va bien se passer. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur une migration du vénérable Apache vers FrankenPHP. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette migration? Et l'idée, surtout, de simplifier notre infrastructure. Donc, je vais vous faire un retour d'expérience de la vraie vie, du vrai monde. Et pas comme sur YouTube, où je raconte des choses qui, des fois, ne sont pas forcément le vrai monde. Spoiler alert, ou plutôt trigger warning, si vous êtes là pour voir des grosses infras qui scale jusqu'à l'infini et au-delà, c'est pas ici qu'il faut être, désolé. Si vous voulez voir des exemples de code très approfondis, désolé, c'est pas ici qu'il faut être. Et si quelqu'un veut prendre ma place, parce que l'autre conf sur les gestionnaires d'extension PHP est vachement bien, mais bon, je le verrai en replay, quoi. C'est bon, tout le monde est OK avec les règles du jeu, on peut commencer le petit retour d'expérience. Et pour vous faire le retour d'expérience, je me suis obligé de vous présenter le contexte dans lequel il a eu lieu. Parce que sans contexte, c'est pas très intéressant. Donc moi, j'ai rejoint une entreprise au mois de mars, une coopérative, un groupement de coopératives agricoles. Chaque coopérative, là je vous en ai mis deux, composées d'exploitations agricoles, de silos, etc., etc. Et donc, chacune ont 100, 200, 300 exploitations et puis un certain nombre de salariés. Ça veut dire quoi? Pas des millions d'utilisateurs, pas des millions de requêtes par seconde. Donc, le côté on ne scale pas à l'infini. Dans ce contexte-là, on n'a pas le besoin de scale à l'infini. Ce qui va, vous allez le voir, qui nous a orienté sur les choix qu'on a fait. Parce que finalement, faire des choix sans prendre le contexte, absolument aucun intérêt. Notre contexte, c'est le fait qu'on ait un certain nombre d'outils. Là, je vous en ai mis quelques-uns sur l'écran. Voilà, on a développé des outils qui répondent à plusieurs problématiques du monde agricole et des coopératives agricoles. Et c'est le fait d'avoir cette juxtaposition de plusieurs applications les unes à côté des autres qui nous a amené à réfléchir à comment simplifier notre infrastructure, parce que à chaque fois qu'on a une application, il y a le front-end, il y a le back-end, il y a la base de données, il y a toute une stack à chaque fois. Donc la simplifier une fois, vu qu'on a toutes les applications sur le même modèle, c'est la simplifier X fois. Donc quand on le simplifie une fois, tout d'un coup, on va simplifier toute notre infrastructure. Au niveau de la stack, on a bien sûr du back-end Symfony, mais vous allez voir, je vais vous présenter l'équipe après. On est aussi sur du Supabase pour la partie base de données et pour le front, React, hébergé sur du Netlify. Donc vous allez comprendre pourquoi tous ces choix de technologie. C'est parce que dans l'équipe, nous avons des développeurs et des développeuses front-end. Nous avons des développeurs et des développeuses back-end. Mais nous n'avons pas de spécialistes de l'Ops ni de l'infra. Donc forcément, quand on n'a pas de spécialiste d'infra, on essaye de simplifier l'infra, parce que sinon, ça devient vite ingérable. Si certains ici ont déjà essayé de faire de la prod en étant juste dev, ce n'est pas un gros mot, et pas d'infra, et qu'il y a eu des crashs d'infra en prod, vous avez dû transpirer un moment. Donc, nous n'avons pas ces profils-là, alors nous cherchons évidemment le mouton à 5 pattes que ChatGPT a fait à 6 pattes. Désolé. Voilà. Donc, on a effectivement dans l'équipe quelques moutons à 6 pattes qui aiment bien faire un peu d'infra, qui aiment bien faire un peu du dev et qui aiment bien faire un peu de tout. Donc, dans l'équipe, on s'est dit, OK, on n'a pas de profil spécialisé infra. L'idée, c'est donc de simplifier notre infra. OK, je vous parle d'infra depuis tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas dit qui je suis. Est-ce que... Oui, je vais vous dire qui je suis. Je suis, peut-être que c'est comme ça que vous me connaissez, Johan Dev sur YouTube, mais dans la vraie vie, en dehors de YouTube, je suis lead dev dans une entreprise dont je vous ai parlé juste avant, et je m'occupe essentiellement des parties back-end et des parties un peu infra. Mais on n'est pas des experts infra, mais il faut bien quand même qu'on s'en occupe. Donc c'est ça qui occupe ma journée. Et la fameuse infra dont je vous parle. Je vous donne un exemple d'une de nos stacks. On a fait le choix, je vous l'ai dit, d'utiliser Supabase. Pourquoi? C'est une base de données managée. Je vous rappelle, on n'a pas d'experts infra. On a des gens qui s'y connaissent bien en base de données, mais on n'a pas des experts de l'infra de la base de données. Donc, on a pris du Supabase parce que c'est managé et que, désolé, on est API plateforme, je ne devrais peut-être pas le dire, Supabase expose des API automatiques. Ça nous arrange bien. Pour tout ce qui est opération CRUD, nos amis du front passent par ici. Donc on a une certaine partie de nos applications qui ne passent pas du tout par le back-end Symfony. Ils attaquent l'API de Supabase et tout ce qui est CRUD et qui est très simple est fait par Supabase. Quand même, puisque je suis là aujourd'hui, on a un back-end Symfony.
C'est là où on a notre problème d'infrastructure qu'on veut simplifier. C'est qu'on a un load balancer NGINX, oui parce que je vous ai dit Apache, mais on a aussi NGINX. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir et NGINX et Apache. Je vais vous expliquer pourquoi après. Oui, parce qu'avoir un problème avec un serveur, c'est bien, mais si on a deux technos, c'est encore mieux. Parce que comme ça, vu qu'on n'a pas d'expert infra, on a 2 fois plus de problèmes. On n'a pas beaucoup de cas où le load balancer fait vraiment load balancer, parce que là, vous avez vu, j'ai mis Apache en tiré. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, rappelez-vous le contexte, hein, pas des millions d'utilisateurs, pas des millions de requêtes, et on n'a pas besoin d'avoir plusieurs bacs. Un seul suffit largement pour répondre à toutes les requêtes. Donc en fait, souvent, on a un NGINX et une instance de Apache, et ça suffit. Mais on a quand même NGINX, on a quand même Apache, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà buté sur les configurations de NGINX. Je crois qu'hier, quelqu'un a parlé d'une migration de NGINX vers FrankenPHP. Bon, bah là, nous, on a eu aussi envie d'avoir Apache au milieu, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, quand on a décidé de changer, on s'est dit, est-ce qu'on prend l'artillerie lourde pour écraser la mouche? La mouche, c'est notre nombre de requêtes, etc., qui n'est pas énorme. Alors, on aurait pu se dire, bah, allez, on prend une énorme infra qui va scaler, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit, on n'en a pas besoin. Et la simplicité a du bon, quand même. Il faut toujours garder la simplicité et essayer de rester le plus simple possible, notamment quand on n'a pas d'expert en infra. Donc, on a fait un choix radical. Peut-être qu'ici, plein vont lever les yeux au ciel. Ça peut m'arriver moi aussi, de ce propre choix. On a décidé de prendre un conteneur qui va faire tout. C'est pas bien. Il va servir les requêtes HTTP. OK, ça, j'ai envie de dire que c'était ce qui était prévu. Mais il va aussi exécuter les workers asynchrones, Messenger, Scheduler et compagnie. Parce que finalement, pourquoi exécuter 2 conteneurs alors qu'on peut tout mettre dedans vu la charge qu'on a? Donc oui, on a un conteneur qui traite les requêtes HTTP et qui s'occupe aussi de traiter les opérations, scheduler, les messengers, etc. On aurait pu très bien démarrer une machine au besoin sur le côté, mais dans notre cas, pas nécessaire. Et en fait, conceptuellement, de se dire on a un conteneur qui fait ça, on le démarre, et l'application, elle est up, et les tâches programmées, les tâches asynchrones sont exécutées normalement. Finalement, conceptuellement, c'était très simple. Je vous rappelle, pas de spécialiste d'infra. Donc, ça nous arrangeait bien d'avoir qu'un seul conteneur à monitorer, une seule instance même du conteneur à monitorer. Maintenant, revenons à cette histoire d'Apache et de NGINX quand même. Pourquoi NGINX? Pourquoi Apache? Pourquoi les deux surtout? NGINX nous sert en fait qu'à une seule chose, mais on est beaucoup dans ce cas-là, il sert juste à négocier le certificat avec Let's Encrypt. Et il nous sert du HTTPS. Il ne fait rien d'autre, il fait passe-plat à Apache, qui lui, il ne fait pas du HTTPS. Dans notre cas, c'est une image qu'on build dans notre pipeline. OK, ça, on maîtrise bien ce conteneur-là. On est basé sur l'image officielle de PHP et on installe Supervisor à l'intérieur qui va s'occuper de gérer les tâches asynchrones, etc., etc. Pourquoi NGINX? Encore une fois, pourquoi NGINX? Parce qu'il est fourni sur un plateau par l'hébergeur qu'on a fourni. On fait 3 clics dans une interface graphique, il s'installe. On fait un 4e, un 5e, un 6e, peut-être même un 7e clic. Il installe Let's Encrypt, il négocie le certificat, il le renouvelle. Je vous rappelle, pas de spécialiste d'infra. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une stack qui est déployée avec des certificats et on a du HTTPS, on est content et c'est super. Et on pourrait s'arrêter là. Ça, c'est la petite infra, la petite interface sur laquelle il faut qu'on aille cliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. OK, c'est sympa, les clics-clics. Ou pas, c'est vous qui voyez si vous aimez cliquer. Juste avant que je vous montre comment on a migré, une de nos stacks, ça ne coûte pas très cher, c'est une 30aine d'euros par mois. Donc si vous scalez à l'infini, ce n'est pas énorme, mais nous, si on prend une application, qu'on la déploie dans 1, 2 ou 3 environnements fois toutes les applications, au bout du bout, ça commence à faire un petit budget. Et si on peut économiser de la ressource, qui n'est pas illimitée sur notre planète aux ressources limitées, c'est toujours une bonne idée. Donc finalement, c'était quoi la douleur dans cette histoire? Un peu l'argent, mais ce n'était pas le sujet principal. C'était surtout que maintenir ce NGINX qui nous est mis à disposition par l'hébergeur, c'était relou. Parce qu'autant notre conteneur à nous, on pouvait le builder, le déployer, le mettre à jour facilement, autant le NGINX magique de notre fournisseur d'hébergement, on ne pouvait pas l'automatiser vraiment. Donc il fallait qu'on aille
dès qu'il y a une nouvelle version de NGINX ou un patch de sécurité très important, CVE problématique, passer sur les X environnements, faire les 5 ou 6 clics pour mettre à jour la version Docker en espérant que rien ne se casse au milieu. Et ça, c'était une vraie douleur. Vous avez la sensation d'être un truc un peu bidouillé. Ça marche, mais ça demande beaucoup d'opérations manuelles pour un truc qui servait juste à faire du HTTPS. Donc bon, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. L'objectif, donc, c'était de virer les load balancers, d'avoir une gestion plus facile des HTTPS, du certificat en tout cas, et de ne pas changer le workflow des développeurs et des développeuses. C'est-à-dire qu'en gros, ça soit complètement, ou en tout cas le plus possible, transparent pour eux, et évidemment transparent pour nos utilisateurs. Donc, on veut simplifier. Nos critères étaient très simples. Nous, on avait l'habitude d'utiliser Docker PHP Extension Installer pour installer les extensions PHP. C'est pour ça que je voulais être dans l'autre-conf, parce qu'il présente un autre outil, une nouveauté qui permet d'installer les extensions. Donc, ça aurait pu m'intéresser. Nos critères, c'était donc la gestion facilité du HTTPS, Symfony Ready, évidemment, qu'on puisse y installer Supervisor. Bon, après tout, un conteneur, c'est du Linux, donc en général, on peut installer Supervisor. J'en ai pas parlé là, on l'a mis cette réflexion sur le côté, je ne vous en ai pas parlé encore, mais l'ONGNX, jusqu'à présent, hébergeait la fonctionnalité de WAF. J'ai un peu menti quand je vous ai dit qu'il faisait que le HTTPS. Il faisait aussi le WAF. Pour le moment, on a mis cette question en suspens. Mais comme FrankenPHP est basé sur Kadi et que Kadi autorise l'ajout d'extensions, il existe des extensions qui permettent d'installer des petits WAF qui peuvent vous prémunir contre le top 10 de l'OWASP ou des choses comme ça. On ne l'a pas encore réfléchi, mais on a fait des POC et ça peut à creuser. Pour le moment, c'est un peu point d'interrogation. Et donc, l'homme invisible, c'est qu'on voulait que ça soit complètement transparent, évidemment. Donc là, vous vous en doutez, hein, vous avez vu le titre de la conférence. C'est comme quand un YouTuber vous dit « De quoi va-t-on parler aujourd'hui » Vous avez cliqué, vous avez vu la miniature et le titre. Donc en fait, il n'y a pas de surprise. On s'est dit « FrankenPHP remplit quand même vachement de cases, et même au-delà de celles dont on avait besoin. » Bien plus de cases même que ce qu'on avait besoin, puisque les performances ont l'air d'être bien meilleures, même si dans notre cas, on n'est pas directement concerné. Hein. Rappelez-vous le contexte, pas des millions d'utilisateurs. Donc finalement, ce n'est pas le critère principal, mais n'empêche que si on peut en bénéficier, pourquoi pas. Et donc on s'est dit, OK, commençons à travailler avec FrankenPHP. Première étape de notre chemin vers FrankenPHP, faire un POC. Parce que c'est la meilleure façon, hein, c'est de prendre la technologie et essayer de l'utiliser, et d'essayer de l'utiliser avec les projets qu'on a. Donc on a pris un de nos projets et on a essayé de le faire rentrer dans la configuration de FrankenPHP. Et en vérité, on a très peu changé nos Dockerfiles, on n'a pas fait grand-chose de différent. La migration a été surprenamment simple. On a dû changer la manière d'installer Supervisor, changer des petits fichiers de conf, mais finalement, pas de grand changement. Parce que nos besoins étaient très standards avant, et que nos besoins restent très standards maintenant, et que finalement, si je caricature à l'extrême, on a juste changé le from, et on a mis FrankenPHP. J'exagère, mais on n'est pas très loin finalement de ça. Il faudrait que je regarde le commit avant-après. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Fun fact, j'ai essayé de faire un mème rigolo avec le personnage de API Platform. Bon, voilà, ChatGPT n'a pas réussi. Ce n'est pas la première itération en plus. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Notre migration, finalement, vous l'avez compris, en fait, déjà, hein, ça s'est fait hyper simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord migré toute notre stack de dev. Donc, on a un front de dev, un back-end de dev branché à une base de dev. Et on a aussi un truc qui est très pratique. Alors, nous, on ne l'appelle pas Next, mais pour ici, j'ai mis Next. C'est qu'on a un front et un back-end qui est déjà dans la version suivante de notre version d'application, qui est branchée sur la base de prod. Ça veut dire, petite chose importante, c'est que notre base, quand elle est en version N+1, doit être compatible avec la version N. Ça permet de tester des futures versions et du front et de nos endpoints d'API avec des users sélectionnés dont on sait qu'ils vont nous faire des retours intelligents, retours intéressants. Et ça nous permet comme ça de pré-déployer une première chose, de voir les retours, et puis si tout se passe bien, de déployer en prod. Par contre, dans cette version Next, on agit vraiment sur les données de prod quand même. Donc, prudence là-dessus. Donc, dans une première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré toute la stack de dev, on a mis la loupe sur ce qui se passait, regardé les logs, est-ce que tout se passe bien? Bon, tout a l'air de bien se passer.
On fait la même chose, vous avez compris, sur la version Next. Est-ce que tout se passe bien? Oui, non, on corrige, on adapte, etc., etc. Et vous l'avez compris, hein, quand tout se passe bien, eh bien, on fait la même chose sur la prod. On change la petite déclaration DNS, on fait pointer vers le nouvel IP de notre serveur FrankenPHP et nous avons migré sur FrankenPHP. Donc finalement, dans notre cas, on a simplifié notre infra. Comment? Pourquoi? Parce qu'on a viré tous ces NGINX qu'on manageait qu'à moitié, parce que fournis par notre hébergeur, alors on peut lui faire confiance ou pas. On peut peut-être avoir envie d'avoir la main là-dessus, puis surtout, on n'avait pas envie de se faire 6, 7, 8 clics à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour fois X environnement. Parce que, évidemment, on en oublie dans le tas, on n'est pas assez rapide. Si on veut revenir en arrière, c'est compliqué, ça ne se fait pas à la minute. On a, grosso modo, divisé par deux les conteneurs qui tournaient, les ressources qu'on consomme, pour des choses en plus qui faisaient que du HTTPS. Donc là, je vous ai juste mis ça c'est une stack qui a migré. Donc tout à l'heure, on était à une trentaine d'euros. Là, on est à 8 euros. Alors, c'est peut-être une stack qui est moins utilisée, mais ça vous donne quand même l'ordre de grandeur. Forcément, quand on enlève des choses qui ne servent à rien, forcément, on diminue les coûts. Donc après, si vous mettez à l'échelle dans d'autres contextes, ça peut avoir des impacts assez importants. Et surtout, on n'a plus à penser à ce NGINX. Pour l'équipe de développeurs et de développeuses, aucun changement. Ça n'a rien changé. Pour nos utilisateurs, ça n'a rien changé. Mais nous, on a quand même cette tranquillité d'esprit de se dire on n'a plus Apache, on n'a plus NGINX, et on a FrankenPHP qui est vraiment très simple à packager. Enfin, je veux dire, vous allez voir la doc, vous faites un POC. En vrai, le POC, il peut prendre, vous pouvez en une journée, aller une demi-journée, tester, voir comment réagit votre application. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Mais ça peut aller assez vite. Et dans notre contexte, je répète, le contexte très important, ça nous a permis vraiment de simplifier complètement notre migration. Alors, toutes nos applications n'ont pas encore migré, quand même. L'honnêteté me pousse à vous le dire. Parce que c'est simple, oui, mais des fois, il y a d'autres priorités. On est un peu plus prudent, etc., etc. Mais en tout cas, on a des premières applications qui ont migré et on va maintenant reproduire la chose sur nos autres stacks. Et logiquement, voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté.